Donc le préalable nécessaire donc pour gérer efficacement les impayés, c'est d'avoir un contrat et un contrat signé. Donc ça peut paraître basique, mais en fait on a de nombreux cas où il n'y a pas de contrat, ou sinon le contrat existe mais il n'a jamais été signé. Donc l'importance d'avoir un contrat signé, alors déjà c'est une obligation déontologique pour vous. Et même si le contrat n'est pas une condition de validité de l'engagement, puisque vous pouvez avoir un engagement oral dès lors qu'il n'est pas contesté avec le maître d'ouvrage, le Code civil, de toute façon, impose que pour les créances de plus de 1 500 €, il faut qu'elles soient prouvées par écrit. Donc la conséquence en fait, de ne pas avoir de contrat signé, c'est que vous allez avoir une créance qui va être imparfaite, et donc il va falloir avoir un certain nombre d'éléments que vous allez devoir regrouper pour pouvoir prouver que vous avez eu un accord avec le maître d'ouvrage. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des commencements de preuve par écrit. Donc ça va être par exemple des mails, ça peut être des échanges de courriers, ça peut être aussi la preuve d'un dépôt de permis de construire qui a été signé par le maître d'ouvrage. Ça peut être également le paiement d'un acompte sur vos honoraires. Donc ça, c'est des éléments en fait qui vont permettre de prouver qu'il y a eu un accord à un moment donné sur votre mission. La difficulté et les litiges portent essentiellement sur 2 points. C'est l'étendue de votre mission. En fait, ça va être de prouver que vous avez eu un accord sur l'étendue de votre mission. Donc là, à la rigueur, ça va être plus facile, puisque si vous avez déposé un permis de construire, ça va servir de preuve, les mails, comme je vous le disais. Et là, le plus gros contentieux, où c'est un peu plus compliqué et plus risqué pour vous, c'est l'accord sur le montant de vos honoraires. Souvent, en fait, vous avez des mails, des preuves, des prestations qui ont été accomplies et qui sont utilisées par le maître d'ouvrage, donc qui permettent effectivement de prouver que vous avez eu un accord sur l'étendue de votre mission. Par contre, souvent, sur le montant des honoraires, il n'y a rien. Et là, la difficulté, c'est que si jamais vous allez devant le juge, et le juge en fait, va directement fixer votre rémunération. C'est-à-dire que c'est lui en fait, qui va décider si votre prestation, en fait, ce que ça vaut. Et donc, c'est pas parce que vous demandiez, par exemple, 10 000 que vous aurez 10 000. Le juge peut considérer que ça vaut en fait 7 000. Donc, c'est le risque le plus important. Et après, le second risque, c'est que vous puissiez engager votre responsabilité. Donc, on a des décisions qui ont été en ce sens, où en fait, l'architecte sa responsabilité a été engagée. Il a été condamné à des dommages et intérêts, puisqu'on a considéré que le fait de ne pas avoir de contrat signé, en fait, était un défaut de son devoir d'information vis-à-vis du maître d'ouvrage. Et donc, c'était une perte de chance pour le maître d'ouvrage de pouvoir avoir de pouvoir comparer en fait des devis avec des architectes et de pouvoir négocier. Donc, il y a des architectes qui ont été condamnés. Donc, c'est important, non seulement pour pouvoir gérer efficacement un impayé, d'avoir un contrat signé, mais également pour vous protéger vis-à-vis de votre responsabilité. Ça, c'est le préalable. Et donc, dans l'idéal, quand on a un contrat signé, il faut un contrat signé avec un certain nombre de clauses pour pouvoir, qui soit bien rédigé, pour pouvoir justement gérer ensuite efficacement l'impayé. Donc, je vais laisser la parole au commissaire de justice. Est-ce que vous fournissez des contrats types? Alors, nous, on ne fournit pas de contrat type, mais on les renvoie au contrat type de l'ordre, qui normalement ont toutes les clauses nécessaires. Voilà, fortement. Et ensuite, un écrit, c'est impératif parce que ça vous couvre vous, mais surtout pour que nous, derrière, on puisse agir si malheureusement vos honoraires ne sont pas recouvrés, eh bien, c'est surtout de bien identifier avec qui vous contractez. Il faut impérativement avoir l'identité complète de votre client. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Une société. La société Tarte à la fraise. Ça n'est pas la société Tarte à la fraise 2. Et si c'est une SARL, ce n'est pas une SAS. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de demander un cabis à votre client et de bien reprendre les mentions du cabis, la forme juridique et le nom. Attention, dans un nom, vous pouvez également avoir des fois, vous savez, un point ou un tiret ou un logo. Le nom tel qu'il figure au cabis est très important parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, ensuite,
d'obtenir soit une décision de justice, parce qu'on vous dira à peu près comment on peut les obtenir, et surtout de pouvoir obtenir des informations pour pouvoir faire en sorte d'avoir un recouvrement forcé efficace. Ça, c'est pour les sociétés. Et bien sûr, de bien noter le bon siège social. Après, vous pouvez également contracter avec des particuliers. C'est pareil. L'identité d'une personne se compose de son nom de naissance, de ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et de ses dates et lieux de naissance. Parce qu'il n'y a pas plus populaire qu'un Martin Dupont. Voilà. Mais si vous contractez avec un Martin Dupont, sans autre précision, malheureusement, nous, s'il n'y a pas d'exécution, si on obtient une décision de justice et que derrière, la personne n'exécute pas de manière volontaire, eh ben pour essayer de récolter des informations, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc surtout, il faut impérativement, avoir un écrit, respecter le schéma de vos obligations professionnelles et surtout de bien identifier les personnes avec lesquelles vous contractez. Parce que nous, derrière, ça va nous permettre d'avoir un travail beaucoup plus efficace. Alors, on peut aller au-delà, si on veut sécuriser la relation et définir un peu plus les parties qu'on a en face, que vous avez en face de vous. On parlait des noms de famille, il y a certaines communautés, ça peut être un peu compliqué, comme des Portugais. Parce que les Portugais rajoutent, vous pouvez avoir 4 noms et vous ne savez pas dans quel ordre. Si vous pouvez avoir des renseignements d'état civil supplémentaires, c'est bien aussi. Date et lieu de naissance, comme ça, là, ça permet de figer tout de suite. Nous, quand derrière, on est dans le cadre d'une exécution d'une décision de justice, on a besoin de ces renseignements-là. Les prénoms, nom de famille, date et lieu de naissance. Ça, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Pour revenir aussi sur les sociétés commerciales ou non, il faut se méfier des enseignes. Parce qu'il y a certains contractants que vous connaissez par une enseigne. Ce n'est pas forcément sa dénomination sociale réelle. Donc il faut arriver à vous obliger dès le début de la relation d'avoir de bons renseignements. Parce que si les renseignements ne sont pas complets, votre contrat ne le sera pas non plus. Et là, vous allez perdre des chances pour la suite. N'hésitez pas à demander à votre client un extrait cabis. Ouais, allez chercher vous-même aussi. Bonsoir, parfois j'ai des clients qui ont des sociétés en cours de constitution. Comment dois-je faire? Eh bien, votre contrat, il va falloir, prévoir un avenant ou alors le décaler peut-être dans le temps, parce qu'une constitution de société, c'est pas forcément si compliqué et si long. Mais en cours de constitution, potentiellement, ça peut être un peu risqué, oui. Nous, on le voit souvent dans des procédures relatives à des loyers impayés, où on a un contractant qui signe un bail, et puis derrière, il ne se passe plus rien. Mais il est quand même dans les lieux. Ou alors, prendre la précaution de peut-être faire porter le contrat par le représentant légal. C'est-à-dire que la société est en cours de constitution, mais monsieur Jean-Paul Dupont, lui, sera le PDG, et c'est lui qui contracte au début, avec une substitution derrière. Substitution de prévu. Contracter avec la personne physique quand c'est comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas de demander ou de vous-même lever le cabis une fois que la société est constituée. Parce que bien souvent, on signe, on est content, et puis on commence son travail. On est tous un peu impatients, et on oublie. Pour le dépôt de PC, il faut le SIRET. Donc voilà. Et quand vous allez faire une recherche sur société.com, Papers, vous pouvez aussi trouver d'autres informations. Parce que éventuellement, vous aurez des alertes en cas de procédure collective, redressement, liquidation judiciaire. Et vous aurez comme ça la bonne dénomination, éventuellement les autres établissements, et puis souvent, vous avez l'arborescence de la direction. Et aussi les liens qu'il peut y avoir avec d'autres sociétés. Donc des fois, on remonte comme ça l'échelle, et puis on tombe sur quelqu'un, on se dit « Ah, ça, c'est moins rassurant ». Et ça, c'est nos réflexes à nous. On peut avoir tendance à voir les choses un peu sur le côté mauvais côté, parce que on est face à des gens qui doivent de l'argent, ce qui est une chose qui arrive à tout le monde. Il y a une toute petite partie de ces gens-là qui sont malhonnêtes ou de mauvaise foi. Mais c'est souvent les mêmes qu'on rencontre. Donc on a des réflexes, nous, qui sont peut-être un peu trop sécuritaires. Mais il faut que vous, dès l'entrée en relation, que vous ayez vraiment
tous les éléments qui concernent là où il est parti, quoi. C'est vraiment la base. C'est dès le départ. C'est dès le départ où il faut impérativement bien ficeler votre contrat. Et surtout, je pense que vous allez en parler, quand il y a des travaux supplémentaires, etc., vous faites un petit avenant et il est signé. Parce que sinon, on se retrouve devant la même difficulté si c'est cet avenant-là qui n'est pas payé. Donc, surtout, ça n'entachera jamais votre relation commerciale avec votre client. Non. Ça montrera simplement que vous êtes précautionneux et que vous faites les choses de manière carrée. Voilà. Et ça ne demande pas trop de temps non plus de devoir signer un avenant quand on est sur la construction d'une maison, d'un bâtiment ou autre. Juste pour introduire la matière, je vous poserai bien une question. Est-ce que vous connaissez le nombre de vos impayés? 5. D'accord. Vous connaissez l'encours que ça représente, la somme? 15 000 €. 15 000 €. Idem, entre 15 et 20. D'accord. Mais vous connaissez l'étendue de vos impayés? Je n'ai pas toujours pris la précaution ni de faire signer des TS. J'en ai un où je n'ai même pas de contrat. C'était à la confiance depuis le début. Est-ce qu'on peut se permettre de Et travailler ce encore la monsieur-là, il a réglé. La confiance n'empêche pas le contrôle. Ouais. C'est une petite phrase toute faite, mais ne l'oubliez pas. Mais ça... Voilà. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors quel que soit, ça dépend de la taille aussi de la structure. Si vous êtes un architecte avec un collaborateur, vous êtes en prise directe avec toutes les matières, y compris la comptabilité. Quand c'est un gros cabinet, l'impayé, en règle générale, c'est un peu le mal-aimé dans une société. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on rejette ça sur la comptable en lui disant bah, « vas-y, surveille les impayés ». Mais c'est une chose de les surveiller. Après, faire la relance et le recouvrement des impayés, ça, c'est un petit peu différent.